suis le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? Je dirais que la prévention de l'extrémisme violent évoque une démarche qui privilégie la mise en œuvre de mécanismes ou en tout cas de dispositifs non coercitifs, non contraignants pour endiguer ou en tout cas circonscrire la violence. La prévention de l'extrémisme violent fait un effort pour comprendre les causes de la violence. Quand vous êtes dans le village et que le baobab tutélaire qui est dans le village présente des signes de déchéance, la meilleure méthode n'est pas de convoquer tous les bûcherons du village et de leur demander de mettre à terre cet arbre qui vous a nourri pendant plusieurs années, mais plutôt peut-être de chercher à comprendre pourquoi on en est arrivé à là, chercher les causes profondes et en concertation entre membres de la communauté, essayer de trouver une solution à ce problème. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question de la prévention de l'extrémisme violent? Je suis issu d'une armée républicaine dans laquelle on peut dire que l'éthique du soldat est directement régie par une subordination stricte à l'autorité civile. Et cette éthique républicaine se traduit aussi également par un engagement des militaires aux côtés des populations. Au Sénégal, depuis les indépendances, nous avons développé le concept d'armée-nation. Dans mes fonctions, j'ai été commandant opérationnel sur le terrain. Pendant tout le temps que j'ai exercé ces fonctions opérationnelles, nous avons privilégié dans nos zones de déploiement, pratiquement en Casamance, qui était une zone de conflit, un contact permanent avec les populations en aidant les enfants dans leur scolarité. En termes d'encadrement civique, nous avons toujours, dans les zones où nous sommes déployés, regroupé les populations et les enfants autour de cérémonies de levée de couleur, par exemple. Nous avons toujours aussi assuré un encadrement sanitaire en mettant à la disposition des populations, disons, des consultations médicales gratuites. C'est ce qui fait que, par tradition, je peux dire, et par formation, l'idée d'avoir une approche communautaire, une approche pacifique de la sécurité a toujours été intégrée dans ma démarche. Il s'ajoute maintenant qu'en tant que directeur général du CHEDS, j'ai été amené à réfléchir davantage sur les causes des conflits, aussi bien au niveau national que dans notre sous-région. Et je me suis rendu compte en réalité qu'avec l'échec de plus en plus affirmé de toutes ces démarches dites sécuritaires, directement orientées vers l'usage de la force militaire, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres approches à privilégier. Et je me suis rendu compte aussi que le Centre des hautes études de défense et de sécurité que je dirige était déjà engagé depuis 2016 dans une initiative avec la Suisse pour tenter effectivement d'asseoir cette nouvelle vision, cette nouvelle approche. Quelles sont les difficultés, les résistances ou les obstacles que vous avez rencontrés dans cette approche, dans la mise en œuvre de cette approche de prévention? Parce que comme vous le savez, les armées, de manière générale, sont des organisations qui résistent parfois au changement. Et là, nous sommes dans un changement de paradigme. On passe d'une approche purement, disons, sécuritaire à une approche relativement plus globale qui inclut et qui interpelle les acteurs dans la capacité à intégrer eux-mêmes la mise en œuvre de solutions non violentes. Pour le cas du Sénégal spécifiquement, je parlais plutôt d'une évolution qui peut-être n'est pas encore consciente, qui reste à être formalisée. Mais je pense qu'au niveau national, nos autorités sont ouvertes à intégrer cette dimension de manière beaucoup plus formelle dans le mandat des forces de défense et de sécurité. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention a évolué depuis le lancement du plan d'action du secrétaire général des Nations Unies?
Je pense qu'on a noté une évolution dans le débat actuel qui se pose en fait sur quelle démarche privilégiée. Si je prends l'exemple du Sahel, je pense que le débat sur la nécessité de passer d'une approche purement sécuritaire à une approche holistique qui intègre davantage la sécurité humaine, c'est un débat qui est maintenant réel. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple très simple. Il y a quelques années, on ne pouvait pas envisager dans l'espace du Sahel, par exemple, de prendre langue avec les groupes armés en disant qu'on ne négociait pas avec des terroristes, qu'on ne négociait pas avec ces groupes armés. Mais aujourd'hui, ce débat n'est plus tabou. Avez-vous l'impression que l'initiative des conversations régionales a été utile pour mener le plaidoyer en faveur de la prévention? Je pense que l'initiative des conversations régionales a été très utile. Cette initiative régionale a été une occasion de regrouper plusieurs acteurs partageant les mêmes préoccupations sécuritaires de manière générale. Et le simple fait de mettre en relation, de développer cette synergie a des incidences réelles sur la perception des conflits. Ces rencontres ont rapproché les acteurs et ont servi certainement aussi dans les différents pays de participants à disséminer l'idée de la prévention, à faire reculer les lignes du sécuritaire au profit des lignes de la prévention. Et je pense que fondamentalement, en tout cas au Sénégal, si on prend l'exemple, bon, ça commence à faire tache d'huile. Pourquoi est-ce important de se réunir régulièrement pour traiter de ces sujets? C'est déjà une manière de les décloisonner. Décloisonner les acteurs, c'est une manière d'élargir la perspective également, puisque les ailleurs sont mis de côté et on a une lecture commune des conflits ou des causes des conflits. Donc les conversations sont une vraie opportunité de dialogue et d'échange, de bonnes pratiques surtout. Est-ce que le dialogue qui est au centre de l'initiative des conversations régionales vous paraît être un outil indispensable à la prévention? Et si oui, quel dialogue, quel genre de dialogue et avec qui? Le dialogue, à mon sens, demeure le principal et l'outil le plus précieux dans toute prévention de l'extrémisme. Puisque le dialoguer, c'est déjà tendre la main à l'autre. C'est être dans des dispositions d'écoute pour pouvoir recueillir et aller aux causes profondes et aux enjeux des conflits. C'est pour ça, pour que ce dialogue-là soit utile et constructif, il faut qu'il soit inclusif. Vous demandez avec qui? Avec tout le monde, avec tous ceux qui ont quelque chose à dire et être dans les dispositions pour ne laisser personne au bord de la route, puisque la paix, c'est une œuvre commune. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans l'animation d'une initiative telle que les conversations régionales? Je pense que la Suisse apporte son modèle de gouvernance basé sur la promotion du dialogue, la capacité d'écoute, la recherche permanente de la paix. Et je pense que dans la situation actuelle, la paix se construit aussi avec des modèles. Autant on peut disposer de modèles qui privilégient l'usage inapproprié de la force ou le recours à d'autres types de règlements, autant nous avons besoin de modèles qui soient basés sur des valeurs durables, qui sont des valeurs du vivre ensemble, les valeurs de tolérance, les valeurs d'écoute mutuelle. Penchons-nous maintenant sur l'avenir de ces conversations régionales. Qu'attendez-vous? D'abord, que ces conversations régionales continuent sur leur lancée. Et que ces conversations régionales prennent en compte gardent leur caractère inclusif. Quand je parle d'acteurs, je parle des institutionnels,
Je parle des forces de défense et de sécurité, de la société civile, en particulier les jeunes et les femmes. Au niveau des forces de défense et de sécurité, nous pensons que la poursuite de ce dialogue, la poursuite de ces conversations pourront nous amener progressivement à intégrer dans le corpus doctrinal de ces forces de défense et de sécurité cette dimension si importante de la prévention dans l'exécution de leur mission. Général, je vous remercie pour cet entretien.